Arnaud Daguin. Son coup de lame est aussi tranchant que son couteau. Originaire de l'Occitanie où le canard est une institution, je le retrouve à Paris chez Gigot. Régis Daudignan, chef de la maison, nous a concocté un foie gras au torchon et un magret en hommage à André Daguin, qui a popularisé ce morceau de canard. Pourquoi faudrait-il tuer pour manger ? Ah ben ça c'est une excellente question et à la fois c'est une question complètement con. Ouais. Alors pourquoi c'est une excellente question ? C'est une excellente question parce que tout le monde se la pose aujourd'hui et que c'est moralement quelque chose qui nous paraît étrange. Quoi. Pourquoi faudrait-il tuer pour se nourrir alors qu'on pourrait faire autrement ? Oui, on pourrait faire autrement. Moi j'ai 2 petits oiseaux chez moi, des petits padas de java. Ils mangent que des graines, mais de temps en temps ils tuent un moucheron. Ouais. Alors je regarde, je leur dis, t'as tué un moucheron, non, c'est mal, hein. Moucheron, attention. Hein. Voilà. Bon. Le vivant, c'est de la vie et de la mort, de la mort et de la vie, de la vie et de la mort, de la mort, de la vie. Et quand on se pose cette question comme on l'a posée là, on est totalement anthropomorphe. Ouais. C'est-à-dire qu'on se projette, nous, moralement, dans une posture où on se dit, oh là là, si je veux survivre, il faut que je tue. Oh, c'est affreux. Donc le fait de nier la mort, quelque part, dans le vivant, c'est nier le vivant. Je suis désolé, c'est comme ça. Tous les vivants, ou presque tous, tuent d'autres vivants pour bouffer, quasiment. Et quand c'est pas des animaux, c'est des plantes. Et les plantes, elles sont vivantes aussi, désolé. Quoi. Quand vous coupez une fleur, vous la tuez. C'est comme ça. Voilà. Donc, le tout, c'est de comprendre en fait que c'est pas le fond du problème, tuer ou ne pas tuer, c'est le comment qui est le vrai sujet. C'est-à-dire quel rapport j'ai avec le vivant et comment j'assume ma place dans le vivant. Quand je discute avec des jeunes antispécistes ou véganes, mais véganes pas pour le régime, véganes par posture idéologique, en gros, quand je pose la question de où est-ce que vous vous situez dans le vivant, ils sont très emmerdés en général parce que justement, c'est une question à laquelle ils ne savent pas répondre. Et moi, je pense que notre problème civilisationnel aujourd'hui, il est celui-là. C'est-à-dire, c'est la posture qu'on a par rapport à tout le monde vivant. Donc, comment on assume une place, quelle qu'elle soit dans l'échelle trophique. Voilà. Et ça, ça fait partie, à mon sens aussi, des conditions de notre survie. Si on est capable de penser ça et de le partager tranquillement, et si on est capable de faire la différence entre ce qui est de la fin d'une vie et du traitement de toute la vie, ce qui est 2 choses complètement différentes, alors on peut commencer à penser différemment. Et quand je pose la question, pour finir avec ce sujet, à des gens qui sont antispécistes, je leur dis, mais qu'est-ce qui vous autorise, vous, antispécistes, à faire la différence, à classifier les animaux entre ceux qui ressentent des choses et ceux qui ressentent rien ? Moi, ça me révulse complètement, et quand vous faites ça, je vous trouve plus spéciste que moi. Enfin, Arnaud, vous conviendrez que gaver un canard n'est pas le geste le plus tendre qu'il soit envers nos palmidés. Là-dessus, il faut qu'on soit quand même extrêmement clair. Un canard gavé ou une noix gavée n'est pas malade. D'accord ? C'est pas un obèse diabétique. Non. Il faut arrêter avec ça. Un canard ou une noix gavée, c'est un animal qui a fait des provisions énormes de gras, qui a fabriqué des adipocytes dans son foie, qui a fabriqué des cellules d'acide gras, enfin remplies d'acide gras dans sa peau, dans ses tissus cutanés. Mais si vous arrêtez de le surnourrir et que vous le laissez vaquer à ses occupations en mangeant normalement, il va remaigrir et il sera en parfaite santé. On n'a pas porté atteinte intrinsèquement à sa santé en le gavant, si on l'a fait comme il faut, évidemment. Alors après, il faut se garder de tout anthropomorphisme. Et là arrive un sujet qui est le sujet qui, moi, me fait rigoler, ça fait rigoler les gens et tout, qui est cette espèce de viol, comme ça, et le tube qu'on met à l'air, là, ça rappelle les films porno qu'on regardait quand on était petit. Et donc, du coup, c'est un viol, c'est affreux, ouh, la bête, elle a mal et tout. Mais regardez vivre une oie ou un canard sauvage, vous allez voir ceux qui se foutent dans le cornet, ou même un pélican. Là, quand ils rentrent des putains de crustacés, des piquants partout, comme ça, ils se foutent ça dans le clapoir, ils n'en ont rien à foutre, c'est pas le problème. C'est vrai, un canard, c'est capable de manger des écrevisses vivantes, d'accord ?
Et les crémisses viande, ça pèse et ça pique. Hein. C'est quand même un truc contondant, quoi. Donc ils font ça. Donc c'est pas un problème, le tube qu'on leur met dans le jabot pour le remplir d'aliments. C'est pas ça le mauvais traitement. Quand il y a du mauvais traitement avec des animaux qu'on gave, c'est dans le confinement et dans le non-accès à l'eau que ça se passe. C'est ça le problème. En fait, ces palmipèdes ont un besoin de s'ébattre. Un magret, c'est un énorme muscle qui est là et qui sert à battre des ailes. Et si cet animal est confiné et qui ne peut pas s'étendre et battre des ailes, il s'atrophie. Et là, pour le coup, il développe des pathologies. Mais ce n'est pas le fait de le gaver qui lui développe des pathologies, c'est le confinement lui-même, le non-accès à l'eau pendant son élevage, quand ils sont élevés en parc comme ça, qu'ils n'ont pas accès, qu'ils n'ont pas d'arbres pour se mettre dessous. C'est ça le mauvais traitement animal. Il faut être un peu éthologue quand on fait de l'élevage. Il ne faut pas être anthropomorphe, il ne faut pas se projeter. On n'a rien à voir avec les canards. Les poissons sont gavés par Brigitte Lescure à Saint-Médard dans le Gers, avec du maïs entier. Oui. Pourquoi précise-t-on maïs entier? Parce que souvent, on vend les canards ou les oies avec une pâtée de maïs. Le maïs qui a été cuit et trituré. D'accord. D'accord. Mais on est quelques heures à penser que c'est mieux de gaver les canards ou les oies avec des graines de maïs entiers. Il y a même, alors, quand j'étais gamin, sur les oies, il y avait quelques mamies qui mettaient un peu d'ail dans le maïs de gavage, parce que l'ail est un excellent phlébotonique et ça évitait qu'il y ait des veines qui pètent dans le foie gras. C'est très compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est d'où vient le canard, où a été le canard. C'est la base, en fait, c'est la base du produit. Après, dans le bocal, on ne peut pas savoir. D'où ça vient. C'est dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres, on a besoin d'une certaine proximité, voire même une intimité avec la filière. C'est-à-dire, on a besoin de savoir qui fait quoi. Et si on ne peut pas le savoir personnellement parce qu'on n'est pas proche géographiquement, il faut qu'on le sache d'une façon ou d'une autre. Ouais. Et c'est tout le mérite aujourd'hui des producteurs qui font bien, c'est justement de savoir raconter ce qu'ils font. C'est-à-dire faire comprendre quel est le but de la manœuvre quand ils font ceci ou cela en termes soit d'élevage, soit de gavage, soit de transformation, soit tout. Cette lisibilité, les gens disent transparence, je déteste le mot transparence. Quand on est transparent, on ne voit rien. Transparent, on ne voit rien. Vous avez raison, on n'est pas transparent. Mais par contre, des fois, on est lisible. Donc, Gigot est lisible de A jusqu'à Z. C'est vraiment. C'est-à-dire, c'est un endroit dans lequel on mange des choses dont on sait tout. Ce qui est quand même remarquable. Ouais. Denis Mélier, qui est le créateur de Gigot, il a inventé un jeu qui s'appelle le coq à deux culs. D'accord. Oui, Ouais. c'est un acronyme, C-O-Q-Q. Ouais. C'est quoi ce coq à deux culs? C'est 4 questions. Comment? Où? Qui? Pourquoi? Voilà. Ouais. Un restaurateur qui sait répondre au coq à deux culs, c'est un bon. Ouais. Un mec qui dit c'est chez Métro, c'est pas un bon. Dans une interview pour Uzbek Erika, vous dites « On ne pourra pas nourrir 80% de la population mondiale qui sont des citadins par les circuits courts. » Qu'est-ce qu'on fait alors pour... Si on a inventé les circuits longs, Ouais. c'est parce que les circuits courts ne suffisent pas. C'est une C'est utopie. aussi con que ça. Mais non, même pas. Même pas. Vouloir systématiser un modèle, c'est ça la connerie. Pour moi, hein. L'expression universelle de la connerie, c'est de prendre un modèle et de vouloir faire tout comme ça. Alors ça, c'est bas du front, mais à un point de fou. Ça veut dire qu'on n'a rien compris au vivant. Ouais. Alors qu'est-ce Il qu'on faut fait? des circuits courts, Ouais. il faut des circuits longs. Faire du pain, c'est un circuit long. Ça, je suis désolé, mais quand on prend un champ avec du blé qui pousse dedans et qu'on arrive à ça, ça s'appelle un circuit long. On peut le faire dans une ferme, hein, et on peut dire que les gens vont faire tous les métiers. Moi, j'y crois pas. Mais si on veut faire manger ce genre de pain-là à tous les gamins des cantines, on a intérêt à avoir des circuits longs, super organisés, et qui gardent la valeur dans tous les compartiments du jeu. Quel est le problème aujourd'hui qui se pose par rapport à l'industrie? Alors, on a
une propension, nous autres, à faire des amalgames tout le temps. Hein. Et c'est pas parce que un certain pan, ou peut-être même la majorité du monde industriel se comporte mal, entre guillemets, par rapport à certains enjeux, qu'il faut jeter, comme on dit toujours, le bébé avec l'eau du bain. C'est complètement con. En fait, l'industrie, elle fait ce qu'on lui demande. C'est très bien d'être industrieux. Moi, je pense que l'être humain doit être industrieux. Il doit être œuvrier de quelque chose. On est 7 milliards sur la planète. On ne peut pas imaginer qu'à 7 milliards, on va chacun se nourrir dans des petits coins avec des petits services. Ça, c'est une vision complètement débile, quoi. Aujourd'hui, 80% ou quasiment des humains vivent dans des centres urbains. On ne va pas s'imaginer qu'avec 80% d'humains dans des centres urbains, on peut les nourrir avec des petits circuits courts qui vont aller par capillarité. On a besoin de l'industrie. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a surtout besoin de demander à l'industrie de produire des valeurs, ou même de conserver ces valeurs au cours du circuit. Et en fait, il y a quelque chose qui devrait être clair pour tout le monde aujourd'hui, c'est que l'industrie, elle fait ce qu'on lui demande. Si on lui demande de faire des profits à court terme sur les 3 mois qui viennent, elle va faire ça, l'industrie. Et elle a raison, puisque c'est ce qu'on lui demande. Et donc on va couper les coûts, on va réduire les trucs, on va massifier les machins, on va faire de la merde, mais on s'en fout, puisque ce qu'on nous a demandé, c'est pas de faire du bon, c'est de faire des profits. L'agriculture qui marche bien pour l'humanité, c'est une agriculture qui est en équilibre agro-silvo-pastoral. C'est-à-dire entre ceux qu'on fait pousser, les arbres qui sont là pour aider et les bestioles qu'on fout dessous, il y a un équilibre qui fait qu'on arrive tranquillement à nourrir tout le monde avec ça. D'accord ? Mais ça veut dire qu'il ne faut pas vouloir bouffer de ça tous les jours. Voilà. Ça, c'est de temps en temps. Et la bestiole en général, c'est de temps en temps. On a 32 dents à la base. On a 4 canines. 1/8 de nos dents est fait pour l'animal. On s'est aussi aperçu que les aliments étaient produits de façon naturelle, avec des sols couverts, des sols vivants, plus le goût. Évidemment. Donc c'est en relation avec les deux. Et plus d'un animal, plus d'un aliment est intéressant nutritivement, plus il a de goût. Bien sûr, oui. Donc ça va de pair. Mais bien sûr. Sur les lentilles, sur des choses comme ça. Un Michel Duru de l'INRA de Toulouse, qui travaille avec Gigot depuis longtemps, il est capable aujourd'hui de poser sur la table tout un tas d'analyses qui commencent à montrer qu'avec certaines pratiques agricoles, on arrive à des potentiels nutritifs qui ne sont pas les mêmes qu'avec d'autres pratiques agricoles. C'est ça qu'il faut consolider aujourd'hui, qu'on comprenne tout au long de la chaîne, parce que nous avons besoin, pour vivre en bonne santé, de produits qui ont été en bonne santé et qui sont issus de sols en bonne santé. C'est ça l'histoire. Et on s'aperçoit que si on améliore justement la qualité nutritive de ces produits, on en consomme beaucoup moins. Même si ici vous êtes vraiment dans le sud-ouest, le mieux, c'est tout de même d'y aller, non ?